e wi toɓɓere araner nen ko konko tawata en heɓali han joni konko tawata hino tabiti e koko gouvernement o woni yewtude ko ɗum waɗi si tawi restriction waɗi internet brouillage waɗi kañum kadi e chaine ji haalaji buy wowlama ɓay taw waɗi ɓe adino taw wiwgol wondema hina kamɓe waɗi kan haala ɗo yeyi ɗon on haasi hande kadi kanko colporteur de parole on o yimmi o innoyi wondema internet on hina haqqe na ko tawata kon haray ko ma heɓire no faalire ɗen joni noon wiwɗen kon ɗum landal meɗen ngal kon ɗum waɗi si tawi haalaji ɗi no ɗuɗude ko par ce que en nanoyi Maurice Sandaka yewtidayno e diplomate ɓe ɓen o wiwno wondema VPN mo jogui on kon ɓe ala kamɓe VPN personnel o parti ɗo no mi wowlaymo kadi e français par ce que sa nani hersingol yimɓe ɓura kanko Maurice Sandaka o yewti ɗon gon yewtere makko nde wonande kala on anduɗo ko honɗum woni VPN no andi o yewti ɗon ko tawata sincèrement o hersini e moƴƴa non fino yo wawa famude moƴƴa konko o wowli ɗon kon mi falata o yen concentre ɗo e piiji ɗiɗi ara noon e majji ko to tawata kon CNRD waɗi piwum kun tawata hino tawa e ko ɓe waɗiri kun ndarugol nun ko homɓe woni men informude menen sikkugol maɓɓe si ɓe coupi internet on menen tawɓe ɓen meɗen ka jananiri ɓoggol ngol men maridigol e intérieur on hande kadi mi wawata heɓude information mais à leur plus grand étonnement ɓe tawi malgré ko tawata ɓe uddi dambude internet on han joni meɗe yaltude yewta han joni kadi meɗen jonnude ɗin information ji ɗi tawata kamɓe tigi ɓe jiɓade ko honno ɓe woni humpiterde ɗi ɗum ɗon d' abord ko première raison mo daroton ɗo haalaji ɗin ko tawata kon ɗi woni lorruɗi oɗo wowla ɗum ɗo oɗo kadi wowlitoya ɗum ɗo yeyi noon ha ɓe tawi ngol ɓoggol ngol ɓe sikki ko jama ɓe haɓi ɓe tawi ngol ɓoggol ɗo ko kamɓe ngol woni e ŋerude e muɗum ɓe tawi ko kamɓe ngol woni e soñjude par ce que nomi wiri on noon ɓe sikkano ɓe ɓiƴayno ɗi radio ji o tan ɗo fo wara ɗi radio ji hande kadi arali no ruuga yeeso maɓɓe landoɓe ballal à part o radio tawɗon kañum ko film ɗo mo tawata on iɗen andi film na hande fuɗɗi taw arde darto en tant que tel kanko Antonio Soare na hande o fuɗɗi waɗude dande o waɗino dande gibi 2022 on fof iɗen andi fewno Alaji Sello duwanno arde ka émission grande ma honno ka émission maɓɓe mo tawata on ɓe waɗi pression e hoore makko ɗen andi taw ko honno ɓe jattiri o Guinée Games hoore makko sannaɗi sengo go a felatamo par ce que o sikkuno jama on immantonomo wallitomo hara o contrat mo tawata on ɗo en bonne et due forme mo signidimo e état on ɓe CNRD ɓay ɓe ari ɓe darude kala ɗen dambuɗe ɗe tawata mbuuɗi heɓorto e muɗum ɓe ari ɓe jatti ñaaka pay ɓe ari ɓe jatti ñalorma teɗɗam ɓe wippi konko tawata Antonio Soare no heɓude mbuuɗi e muɗum onon Guinée Games ko jattana ɗo ino waywasi goɗɗo ino jogii piiji 10 ara jattanamo e ɗin ɗon on piiji 7 ha 8 ko ɗum wonno source de revenu makko ɓurɗo e towde on iɗe andi se ŋiwi ɗon ko football on kañum kadi jonnatamo so ɗum woni seconde source de revenu makko on troisiéme source de revenu makko on ko o média ji ɗo iɗen andi noon ka média ji mo mari ɗi tati mo mari 6 média tawɗo on kañum ko Telen Sport on mo mari kañum kadi o GFM ɗo e mo mari kañum kadi goɗɗo goto mo yeggiti inde muɗum en tant que tel ɓe ari ɓe jattimo soɓɓudo ɓurdu e mawnude ɗum ɓe ari ɓe jattimo hoyre ɓurde e tekkude nden hande kadi noon ɓe hollimo a memminoto tun ina woodi hande kadi kamen ñoƴƴira e ma ko ɗum waɗi si fewno ɓe innonomo ɗo yo sutenoɓe ɗo ɓe yimmi yi ko ɓe waɗno tournoi ji ɓe yimmi ɓe dinguira yo wallitiɓe malgré ko tawata kon iɗe reeni ɓe jattinomo taw e ɗuma ɓe honno garde corps ɓe makko ɓen iɗen anditi hari kanko kadi wonno gérude e ɗuma kañum stade on justement noon mi faala en waɗu ɗon pause e affaire ko wonno gérde stade on information mo men humpiti on pression mo ɓe waɗi on e hoore makko kanko Antonio Soare koye piiji 3 ɓe rewi e muɗum gogo taw ka ɓe ari ɓe jattanimo ɗon kañum Guinée Games on ɓe ɗuytanimo ɗo moƴƴa ka o heɓayno mbuuɗi deuxiémement kañum kadi kon to ɓe ari ɓe waɗi pression e hoore makko kaka tawi ɗon himo jonnano gérugol no stade ka tawata woɓe fuuyi nder ton ha ɓe tawi himo mari manquement ji ɗi tawata sabu ɗin manquement ji ɓe wawimo naɓude kaso email muɗum tammel muɗum kaka tawata ɓe ƴetti ɗon noon hande kadi kala ko wiyete patron média ɓe ƴetti ɓe yolli ɓe nder ton joni noon anditen kanko film ko créa hari affaire au troisiéme mandat hari feƴƴi si affaire film on yalti wonno taw déjà film on wonno ha neeɓi si anduɗen ko mbo woni ɓaawo radio o ko nde yawoyno ha ñande go publication waɗoya yoyɗen noon kanko Aboubacar Diallo himo salmodira e kañum patron makko on si andoyɗen ko mbo woni patron jo tigi tigi média on sino halaji busi yaltino ɓeyni ko gouvernement on kañum monsieur Alpha Condé yawya ha ɓeynoy ko opposition on ɓay ɓe yi leader politique ɓe ko yawno ton ɗum ɗon fof wowlano on tuma
mais en tant que tel koko wonɗon yiide hannde ɗo gi divagation wi koko wonɗo yiide hannde ɗo ni ko tawata haray kañum journaliste ɓe ɓe ala e konngol gotol ko humpiti ɗen koko tawata kon Ammara noddituno kañum patron ɓe média ɓen il y a quelques semaines ou quelques mois o yaltinani ɓe kaydiji ɗi tawata fewno monsieur Alpha Condé ɓe signuno contrat ji kamɓe e état on mbuuɗi ɓe jonna on tuma ɗen andi noon CNRD no tawa ko ɓe woni arde ɓe kippira kon fi affaire au troisiéme mandat no tawa e konko ɓe lamitori waɗugol maɓɓe coup d'état on wiwgol ngol wondema au troisiéme mandat duwano ka waɗede joni noon si a signiti contrat e état mo tawata on e hoore konko signuɗa on contrat ɗum ko piwnkun tawata an tigui ɗanduno ko illégal même si ko partenariat de communication ɓe waɗuno on tuma mais ɓe yaltini ɗin kaydiji toon patron ɓe média ɓe tawata ɓe wiɓe on memminoto tun hannde kadi ko ɗi kaydiji ɗo min yaltinta ɗo min ñandoto min yaha min faloya on fo. Voilà donc une autre information qu'on est en train de cacher au Guinée. Et ça, c'est à l'attention de la presse. La presse doit comprendre que il faut qu'elle soit vent debout, qu'elle soit unie. Faisons la part des choses à ce niveau. Faisons la différence entre les journalistes qui exercent la profession en tant que profession, puis les patrons de médias qui sont en train de gérer ces journalistes qui sont des mercantiles, qui sont disons des opérateurs économiques. Et qui parle d'opérateurs économiques parle d'opération et d'économie. En tant que tel, de personnes qui sont derrière le gain, qui sont derrière l'opération, qui sont à la recherche du bénéfice. Si aujourd'hui la corporation est infestée, si aujourd'hui nous avons du mal à mobiliser au niveau de la presse pour que tout le monde parle d'une seule main, c'est parce qu'il y a eu cette épée de Damoclès sur la tête d'un géant de la communication. Nous parlons là de M. Antonio Souare. Souvenez-vous que M. Antonio Souare avait des secteurs générateurs de revenus, des sources de revenus très conséquents. Entre autres, Guinée Games, qui est ce secteur de jeux de loisirs qui lui apportait beaucoup d'argent depuis l'ancien régime, d'ailleurs bien avant. Quand le CNRD est venu et quand il était à la recherche de sources de revenus, il a compris la manne financière, le bénéfice qu'était en train d'engranger Antonio Souare. Donc, en violation de la loi et en mépris total des règles, ils ont retiré ce segment de jeu de la part de M. Antonio Souare, malgré que le droit était de son côté, parce qu'il avait un contrat en bonne et due forme qui était encore en cours de validité. Cela a été un coup de choc, cela a été un coup dur pour M. Antonio Souare, qui n'attendait pas à ce qu'il y ait cette injustice à ciel ouvert, sans qu'il y ait quelque chose, une voix pour dire stop au CNRD et sans que la justice ne branche. Il a compris en réalité qu'il était face à des titans, qu'il était face à un caïman qui pouvait l'avaler. Donc, à ce niveau, on l'a refroidi, on s'est servi de cela pour lui dire, si toutefois aussi tu continues à avoir ce média qui va nous dénoncer ou qui va nous combattre, nous allons encore aller au-delà. Donc, ça a été une source de revenus conséquente qui lui a été retirée. Ensuite, souvenez-vous que M. Antonio Souare était gérant d'un des stades les plus grands, d'ailleurs le stade de Nongo, où il devait se charger des travaux. Ces travaux n'ayant pas eu lieu, et pire, la Guinée qui voulait postuler pour l'organisation de la CAN 2026, si je ne m'abuse, a aussi vu ce projet aller à l'eau. Et donc, le CNRD s'est servi du fait que les terrains n'étaient pas homologués, n'étaient pas prêts, donc de quelques manquements au niveau de la gestion, pour menacer M. Antonio Souare et lui dire que si toutefois tu continues d'avoir ce média qui n'obtempère pas, qui n'obéit pas à nos injonctions, nous allons utiliser cela aussi pour te mettre en prison. Cela aussi a été une deuxième pression supplémentaire sur M. Antonio Souare. Comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui, dans le lot de l'URTELGUI, et vous allez comprendre par là que l'URTELGUI, qui est l'Union des radios-télévisions libres de Guinée, comprenant les patrons de médias, parmi lesquels aussi se trouve M. Antonio Souare, cette URTELGUI a été convoquée à un moment donné, d'après nos informations, par la présidence, et M. Ammara a ses habitudes, comme il a l'habitude de le faire, et comme il sait bien le faire, a menacé ses patrons de médias. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en 2020 pour ressortir certains contrats qui étaient signés entre l'État
et des patrons de médias pour la couverture médiatique du troisième mandat. Entre autres, cette synergie de radio que vous aviez tous suivi, qui avait été dénoncée lors du référendum illégal, mais aussi lors de la présidentielle, où M. Alpha Condé s'était permis de candidater pour une troisième fois. Le CNRD, vous savez, l'un des prétextes brandis par le CNRD pour faire le coup d'État, c'est pour dire qu'il y a eu un mandat illégal, qu'il y a eu un troisième mandat qui était illégal. Et donc, se disant que cela aussi rentre dans leur champ d'action de combat, ils ont sorti ces documents pour dire ces documents-là prouvent à suffisance que vous aviez émargé, vous aviez un contrat et vous aviez reçu de l'argent venant de l'État et que cet argent n'était pas du tout dû. C'est un argent, c'est des sommes qui étaient obtenues de manière frauduleuse, de manière illicite, et donc l'ACIF est là pour vous et que nous sommes en mesure de vous amener en prison. Donc, pour ceux qui ne savent pas pourquoi, même la récente réunion de l'Urtelgui, où il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de rencontre faute de quorum, c'est parce que justement, les patrons de médias aujourd'hui ont cette menace sur la tête et ils se disent qu'il faut qu'on se taise. D'ailleurs, certains d'entre eux cherchent à quitter le pays parce qu'ils se disent qu'ils allaient justement faire face à cette grief qui peut mettre des gens en prison sans qu'il y ait de procès, et certains d'entre eux craignent pour leur vie. Donc, si toutefois on ne vous a pas dit ce qui est en train de se tramer, alors aujourd'hui on vous le dit. Pourquoi on l'annonce? C'est parce que vous avez vu cette communication de la part de FIM Fréquence, du groupe GFM, groupe Fréquence Média, qui fait mal au cœur de voir des journalistes de renom comme Abakar Diallo, comme les Talibé Bari, comme les Mamadouri, comme toute la crème de crème, les Lincoln, les Fofana, toutes ces personnes-là aujourd'hui qui avaient d'ailleurs comme ambition de voir cette télé qu'on nous a longtemps fait miroiter, qu'on nous a annoncé, qui allait démarrer très bientôt, et qu'on nous dise que cette 4e saison finalement est reportée ultérieurement. Pire, on dit aux journalistes qui sont vraiment de qualité, parce qu'à un moment donné, c'était le Médias qui nous informait avec ses émissions Talk Politique, Mirador, 90 minutes débat et j'en passe. Toutes ces émissions-là nous permettaient de savoir réellement ce qui était en train de se passer dans le pays. Voir justement cette radio qui avait à un moment donné recruté la crème des crèmes, qui avait d'ailleurs chippé beaucoup de journalistes talentueux des médias. Voir aujourd'hui que ces journalistes-là sont amenés à un chômage technique qui les contraindrait à accepter finalement de la fermer, vous m'excusez de l'expression, à cause d'un mercantile, à cause d'un opérateur économique qui a préféré plutôt sauver son entreprise, sauver son empire, plutôt que de sauver la réputation, la compétence et la qualification de ces journalistes. C'est très regrettable. Voilà comment dans un pays, la démocratie disparaît. C'est lorsque toutes les voix dissonantes, c'est-à-dire le premier pouvoir, pour répéter le doyen Amadou Diouldé, ancien journaliste de BBC, qui a dit que la presse est considérée comme étant le 4e pouvoir, mais en réalité, la presse est le premier pouvoir. Et on est tenté de croire à cela, parce que la presse en tant que telle, avant que ça ne soit presse, les annonceurs, ceux qui avaient les tam-tams dans les sociétés, dans toutes les premières sociétés, on avait quand même dans toutes les tribus celui-là qui convoquait les gens à cette réunion, celui-là qui appelait, qui informait quand il y avait quelque chose. Donc on est tenté de dire que le premier pouvoir qui a été instauré dans les sociétés organisées, c'est effectivement cette presse-là, même si à l'époque elle n'était pas appelée presse. Donc c'est le premier pouvoir aujourd'hui considéré comme étant le 4e pouvoir qui est menacé. Et c'est à nous de nous lever comme un seul homme et de comprendre que si toutefois l'Urtelgui, qui est le patronat, a préféré plutôt sauver sa tête, sauver sa peau et s'éviter de prison, mettant en péril cette profession tant noble, celle-là qui est en train de réguler, celle-là qui est en train de nous informer, celle-là qui est en train de nous éveiller, celle-là qui est en train parfois même de jouer le rôle de justice lorsque celle-ci n'est pas en train de jouer ce rôle, de voir cette corporation-là aller dans une difficulté comme celle-là doit nous alerter. Comprenons-nous que la Chine n'est pas devenue cette dictature fermée du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Et parlant justement de temps, nous allons attaquer cette partie-là de VPN. Et parce que VPN aussi, c'est l'une des caractéristiques des pays dictatoriaux comme Thaïlande, comme la Chine et la Corée. Ce sont des pays qui empêchent certaines applications, certains médias sociaux de fonctionner.
Et vous avez entendu récemment cette divergence, cette explication qui est fournie comme étant motif, comme étant raison de cette restriction et ce brouillage, où dans un premier temps, on nous a fait croire que le problème, il est ailleurs, on ne sait pas d'où il est venu, avec Sabari et Love FM. À l'époque, c'était Sanou Kerfala Sissé, qui est l'un des rares patrons d'ailleurs à se tenir debout, comme Lamine Girassi aussi, qui est l'un des rares patrons, même si certains médias ont presque déposé la clé sous le paillasson. Malgré cela, ils sont en train de résister parce que, en plus d'être des patrons de médias, c'est aussi des journalistes. Et c'est cela la différence justement entre celui-là qui est patron des médias et qui ne voit que le côté lucratif de la chose et celui-là qui est un journaliste qui a l'amour de la profession et qui peut même exercer sans être payé. Ce qui est d'ailleurs le cas de plusieurs journalistes. Vous n'êtes pas sans savoir que le journaliste n'est pas le mieux payé en Guinée. Le journaliste d'ailleurs, pas tous les médias ont leurs journalistes employés en tant que tels et qui reçoivent des salaires. C'est des pigistes pour la plupart qui sont en train de travailler par dévotion, par dévouement et par amour pour la profession et parfois aussi pour servir ces populations, ces nombreux qui les réclament. Ce que nous sommes en train de faire là ressemble à cela. Malgré tous les risques, malgré toutes les difficultés, nous prenons notre temps parce que nous sommes le 5e pouvoir en tant que tel. Ce pouvoir des réseaux sociaux qui joue aussi cette complémentarité de ces médias qui sont aujourd'hui en difficulté. N'eût été d'ailleurs ces réseaux sociaux, aujourd'hui la Guinée allait être dans un trou, la Guinée allait être dans une obscurité totale. Parce qu'aujourd'hui la signification de VPN, c'est une véritable prison naturelle. C'est ça le VPN. C'est une véritable prison à ciel ouvert où tout le monde est mis ensemble. Même si la vraie définition, c'est Virtual Private Network. Ça veut dire un réseau virtuel c'est un réseau privé virtuel, c'est ce que ça signifie en tant que tel. Mais tellement que le pays a été muselé, voilà dans quoi nous sommes. Maintenant, pour revenir à cette sortie de Maurice Sanda, où il a dit que la difficulté dans laquelle les diplomates sont confrontés, c'est une difficulté à laquelle personne n'échappe. Voilà une contre-vérité. Voilà une chose très méprisante, voilà une chose qui montre à quel point ce gouvernement, c'est un gouvernement d'amateurs. Il faut d'abord expliquer c'est quoi un VPN. Un VPN, c'est un Virtual Private Network. Ça veut dire c'est un réseau virtuel privé. Ce qui veut dire en tant que tel que la présidence a son VPN, l'ambassade a son VPN, l'armée a son VPN, le ministère de la Santé a son VPN, les compagnies privées ont leur VPN, de même que vous, vos téléphones ont des VPN. C'est un réseau virtuel. Les gens ont entendu parler de VPN et j'ai entendu dans certains plateaux de médias dire que c'était un risque, c'est un danger. Aujourd'hui, que le gouvernement utilise un VPN. C'est mal connaître le concept de VPN. Vous avez entendu l'ambassadeur parler de VPN. Pourquoi l'ambassadeur a parlé d'un VPN pour une ambassade, donc une sorte de gouvernement, sans que cela soit un problème? Il faut qu'on aille dans l'historique et vous faire comprendre c'est quoi un VPN. Et là, vous allez voir, c'est que la contre-vérité dite d'abord par le colporteur de la parole hier, mais aussi par celui-là qui représente l'État auprès des institutions internationales, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Le VPN d'abord, pour commencer, avant que ça ne soit VPN, quand l'Internet que nous sommes en train d'utiliser là est né, c'était dans les années 1960. À l'époque, ce qui existait, c'était l'ARPANET. L'ARPANET, c'est Advanced Research Projects, Advanced Research Project, A, Advanced Air Research, P, Project, Agency, Network. C'était comme ça s'appelait. Ce que vous appelez aujourd'hui VPN, avant que ça ne soit VPN, l'historique en tant que tel, la genèse, ça part de l'Internet. Quand il y a eu Internet, il y a eu cette ARPANET qui a été créée à l'époque par l'armée américaine, qui a décidé de faire un réseau d'échange de données parce que l'Internet, comme son nom l'indique, c'est une interconnexion, et net, ça veut dire réseau. En français, c'est comme la toile d'araignée. Quand vous avez une toile d'araignée, ça s'appelle net. Inter, c'est de faire une jonction, une communication entre plusieurs sources et plusieurs réceptions. C'est ce qu'on appelle Internet. Donc, quand il y a eu cette idée de créer en sorte que des militaires puissent communiquer entre eux, donc des bases militaires
et que le ministère de la Défense puisse avoir un moyen d'échange de fichiers et d'informations, il y a eu création de l'Internet dans les années 60. Et quand il y a eu création de cet Internet, il y a eu nécessité d'avoir maintenant des routes pour le transfert de ces informations. Donc, ils ont créé cet ARPANET, dont on a donné tout à l'heure la signification. Ça veut dire, en tant que tel, c'est une sorte de protocole, une agence qui gère le protocole justement de ces recherches avancées en tant que tel. Donc, c'est ça la signification, pas textuelle, mais littéraire. C'est ça la signification. Et quand cela a été créé, il y a eu deux types. Il y a eu le TCP, ensuite le IP. Le TCP, c'est le transfert, contrôle et protocole. C'est ça la signification de ces trois lettres. Et le IP, c'est Internet Protocol. Quand il y a eu cet Internet Protocol, c'est comme une sorte d'identifiant. C'est comme le numéro de téléphone, quelque chose qui fait savoir que cette information que nous tirons là, nous la tirons de tel endroit et celui qui est en train de recevoir, donc c'est une sorte de départ et d'arrivée. Mais pour qu'on puisse savoir qui est en train d'utiliser ce tunnel-là, cette route-là, voilà son identifiant. Donc on a créé ce qu'on appelle le IP. C'est justement ce IP-là, il a une adresse, il a un local, il a un lieu à travers lequel on peut le localiser. Ça, c'est au niveau de la genèse. Et en ce moment, il y avait ce qu'on appelait le lien, l'Internet, le transport et les applications. C'est ce que cette ARPANET-là, c'est ce que ça avait. Ça a évolué des années 60 jusqu'aux années 90, plus précisément en 1993, où, vu la nécessité, vu le besoin, vu l'utilité à l'époque, il y a eu organisation, il y a eu besoin de structurer ce flux, il y a eu besoin d'arranger, de faire en sorte que ça soit réglementé et qu'il y ait des routes, disons, plus sécurisées que d'autres et qu'il y ait des canaux plus prioritaires que d'autres. C'est en ce moment, en 1993, la compagnie AT&T, et vous savez, le premier téléphone, c'est en Amérique du Nord. La compagnie, à l'époque, qui s'appelait Bell. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez en Amérique du Nord, le code États-Unis-Canada, c'est 001. Ça veut dire que la première communication d'un point à un autre, c'est au niveau de l'Amérique du Nord ici que ça a eu lieu. Donc la compagnie AT&T Bell, au niveau de l'Université de Columbia, a fait le premier VPN. C'est-à-dire le premier réseau virtuel privé. Mais à l'époque, ça ne s'appelait pas encore VPN, ça s'appelait tout simplement chiffrement IP des logiciels. Parce qu'à l'époque, c'était des logiciels qu'ils utilisaient. À l'époque, il n'y avait pas ces applications-là qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, ces réseaux sociaux. L'Internet se limitait au strict besoin d'échange de données et d'informations. Et à l'époque, c'était des logiciels qu'on utilisait pour traiter, par exemple, une chose ou une autre. Ça, c'était en 1993. Une année plus tard, une compagnie qui s'appelle Weigsu a créé un autre IP qui est plus sécurisé. Parce que vous savez, l'évolution du monde, c'est qu'on crée une chose et quand on la crée, c'est dans le besoin de répondre à un besoin spécifique. Mais lorsque ce besoin spécifique entraîne d'autres difficultés et qu'il y ait une demande plus grande, il va sans dire qu'il y a nécessité de créer quelque chose de plus sécurisé que d'autres. Donc, en 1994, il y a eu création du IP sécurisé, donc l'IP ordinaire que nous sommes en train d'utiliser, que les premiers ont utilisé. Il y a eu nécessité de faire des grades. Parce que souvenez-vous, ça a commencé par une armée qui a eu un besoin d'avoir des canaux d'échange d'informations et de données. Et quand cela a été maintenant à un usage public, il y a eu nécessité maintenant à ce que ça soit sécurisé par rapport à d'autres. Donc, il y a eu en 1994 la création de IP sécuritaire. Et il a fallu 2 ans, donc en 1996, pour que Microsoft, que vous connaissez, très réputé, crée la première fois le PPTP. Le PPTP par un ingénieur qui s'appelle Gurdeep Singh Pal. Gurdeep Singh Pal, c'est un employé de Microsoft qui a décidé de créer quelque chose encore de plus sécurisé, qui était en réalité peer-to-peer transfer protocol. Peer-to-peer transfer protocol, c'est-à-dire un tunnel dans lequel une information va passer et que cette information-là soit cryptée de bout à bout. C'est cet ingénieur-là d'origine indienne qui a créé ça. Ça, c'était en 1996.
Ce n'est qu'au début des années 2000, donc en 2000, qu'il y a eu le premier VPN en tant que tel. Nous sommes en train de joindre la genèse pour que ceux qui ont entendu le mot VPN comprennent c'est quoi un VPN. Et pourquoi aujourd'hui l'ambassade a parlé de VPN. Pourquoi lui, Maurice Sanda, il dit que c'est le même VPN que tout le monde est en train d'utiliser. Et vous allez comprendre à travers cette historique, ce qu'il est en train de dire, ça montre à quel point il ne sait pas ce qu'il est en train de dire et c'est dommage qu'une personnalité de sa trame ne puisse pas comprendre ce qu'il est en train de dire et que d'autres aussi, le public que vous êtes, que vous ne puissiez pas comprendre parce que des journalistes qui disent dans un plateau que l'utilisation d'un VPN c'était risque, vous allez comprendre que le VPN à la base c'était ce que tout le monde avait avant qu'on ne parle maintenant de ce que vous allez entendre aujourd'hui en tant que tel, ce VPN. Donc, dans les années 2000, il y a eu la création du premier VPN, mais ce premier VPN, toujours dans le souci de mettre encore des tunnels plus sécurisés que d'autres, les entreprises ont pensé avoir leurs propres canaux, leurs propres tunnels à travers lesquels ils font des travaux. Ça, c'est dans le début des années 2000, mais c'était strictement pour les entreprises. Donc, quand vous entendez par entreprise là, comprenez donc que c'est quelque chose de normal d'avoir un VPN, parce que le VPN, comme son nom indique, c'est un réseau virtuel privé. Ce qui veut dire que j'ai ma propre route à travers laquelle je suis en train de passer, ou j'ai ma propre ligne sécurisée à travers laquelle je suis en train de communiquer. Il a fallu en 2010 pour qu'il y ait la libéralisation de ce VPN-là qui était réservé aux entreprises pour que finalement ce soit à usage public. Parce que des gens comprenant la nécessité d'avoir eux aussi leur propre canal de communication, leur propre tunnel d'échange de données et d'informations, des entreprises, donc c'est allé à l'usage public et ça c'était en 2010. Et pourquoi aussi en 2010? C'est parce que certains pays où l'Internet est réglementé, où c'est restreint, il y a une nécessité maintenant de libéraliser afin que d'autres personnes prennent. Pourquoi maintenant le VPN? On a parlé d'IP, c'est-à-dire d'identifiant personnel, de protocole d'identification qui est propre à chaque personne et donc à chaque pays. Il y a une nécessité dans certaines zones qu'on puisse masquer le départ de la connexion ou bien qu'on puisse masquer l'identité de celui-là qui est en train de prendre cette information. Donc des pays asiatiques, par exemple, ce qu'on a cité tout à l'heure, la Corée, la Chine, la Thaïlande, ces pays-là, vu qu'ils ont restreint certaines utilisations d'Internet, il y a eu donc nécessité d'avoir un VPN. Et ce VPN-là, puisqu'il y a un identifiant de départ, que le VPN puisse créer une sorte de nom qui puisse tromper la vigilance et qui puisse détourner en fait la source et de la délocaliser, l'amener à un autre point. Faisons maintenant une pause à ce niveau. Parce que c'est là où les problèmes ont commencé. Au début, on a dit que c'est juste avoir un canal privé, une route privée à travers laquelle des informations sont en train de passer. Mais à un moment donné, lorsque les États ont compris que le fait, par exemple, de travailler sur un dossier et que ce dossier-là soit sensible et qu'on puisse savoir, par exemple, retrouver le chemin, identifier celui-là qui est en train de se connecter à une chose ou celui-là qui est en train d'émettre quelque chose, donc ils ont jugé nécessaire de faire ce contournement pour détourner l'attention du récepteur ou de l'émetteur. Et ça, c'est parce que certains pays où il y avait la restriction ont décidé d'avoir finalement cette diversion pour détourner un système qui était mis contre eux. Et souvenez-vous, à l'origine, c'était pour des entreprises, pour que ces entreprises-là puissent travailler sans que leurs informations, leurs données, leurs travaux ne puissent être partagés avec tout le monde. Ce qui explique que l'ambassadeur de la France a parlé de VPN. Il dit que ce VPN-là, parmi lesquels il est en train de travailler, mais aucun d'entre eux n'est en train de fonctionner. Pourquoi? C'est parce que l'ambassadeur a comme source la France, et là tout à l'heure nous allons vous donner le type de VPN pour comprendre lesquels il est en train d'utiliser, et aussi dans son véhicule, celui-là qu'il est en train d'utiliser, vous allez comprendre ça tout à l'heure, mais soyez juste patient. Donc l'utilisation publique à partir de 2010, en 2016, entre 2016 et 2018, ça a explosé, c'est devenu maintenant presque à usage, c'est devenu tellement libéralisé que même ceux-là qui n'avaient pas le besoin de manière professionnelle se sont retrouvés à avoir besoin de cet Internet-là pour des besoins purement, parfois, de loisirs. Alors maintenant au type d'Internet. Avant de dire, par exemple, dans les pays asiatiques,
une donnée a montré que sur 5 clients, 5 utilisateurs, au moins un est en train d'utiliser le VPN dans les pays asiatiques. Contrairement aux pays comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme la France, c'est seulement 5% entre 2016 et 2018 qui étaient en train d'utiliser le VPN. Mais c'est en augmentation. Donc, de 20% pour les pays asiatiques, on se retrouve à 5%, mais ce nombre-là est en train de monter. Pourquoi le nombre-là est en train de monter? Vous allez comprendre tout à l'heure et à partir de quel moment. Pour mieux comprendre, allons maintenant au type de VPN. Vous avez 3 types principalement, il y en a plusieurs, mais vous avez 3 types principalement de VPN. C'est le VPN SSL, le VPN site-to-site, donc site à site, puis le VPN client-fournisseur. C'est quoi le VPN SSL? Le VPN SSL, pour mieux comprendre, en 2000, lorsqu'il y a eu cette crise de Covid, certains employés travaillant avec des bureaux qui ont leur propre VPN, mais qui sont dans des locaux aussi propres à l'entreprise, se sont retrouvés à faire du travail à domicile, donc du télétravail. Et puisqu'ils doivent continuer à travailler comme s'ils étaient dans les locaux, donc avec un dispositif très sécurisé, il y a eu la création de ce VPN, il y a eu l'utilisation, parce que ce n'était pas sa création, c'était déjà créé, pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le VPN et pourquoi pas forcément tout le VPN est nocif et pas forcément l'utilisation d'un VPN expose un pays à un risque. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Les entreprises qui travaillaient et qui se sont retrouvées à un moment donné avec la Covid à travailler à domicile ont dû faire recours au VPN appelé SSL. Ce VPN SSL consiste à avoir une sorte de modem. Ce modem-là, vous l'amenez chez vous à domicile, vous le branchez avant d'activer votre Internet et c'est ce modèle-là qui vous connecte comme si vous étiez dans votre bureau, comme si vous étiez dans les locaux. Ce VPN-là, on l'appelle SSL. Et ce VPN-là, il est mobile. Vous pouvez aussi l'utiliser dans un véhicule de commandement, comme vous pouvez l'utiliser dans un lieu public, à condition que ce soit ce SSL-là que vous activez et que ce soit à travers lui que vous vous connectez. Ça, c'est un VPN parce que c'est un réseau privé qui vous permet de travailler comme si vous étiez encore dans votre entreprise. Par contre, le site à site, ce qu'on appelle le site-to-site VPN, c'est un type de VPN qui est celui, par exemple, utilisé par exemple par les ambassades, où vous êtes une entreprise, mais vous avez plusieurs sites. Mais ces sites-là doivent communiquer entre eux, mais tous aussi doivent rendre compte à un émetteur, à une base de données située quelque part. Si nous prenons l'exemple de, voilà, quelqu'un a dit c'est le routage, merci beaucoup. Si nous prenons l'exemple de cet ambassadeur, l'ambassade de France a non seulement ce SSL que les employés de l'ambassade peuvent avoir avec eux, à une quantité limitée, mais aussi à des personnes bien choisies pour qu'elles aient ça afin qu'elles puissent travailler comme si elles étaient encore à l'ambassade, mais aussi l'ambassade en tant que telle, le bâtiment ambassade est un site appartenant au gouvernement français, donc pour qu'il y ait communication entre toutes les ambassades françaises et que toutes ces ambassades soient aussi en contact avec le pays mère, ils ont ce qu'ils appellent le VPN site-to-site. C'est ce VPN-là qui permet à ces ambassades-là de communiquer ensemble sans qu'il y ait une interférence ou qu'il y ait une intrusion d'une autre connexion autre que celle de l'ambassade. Ce qui fera par exemple que l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, toutes les ambassades se trouvant en Guinée peuvent communiquer avec leur pays d'origine sans que cela ne soit forcément intercepté ou bien que ça soit forcément regardé ou scripté par le pays dans lequel ils se trouvent. Ça, c'est le deuxième type de VPN. Le troisième type de VPN, c'est le VPN client-fournisseur, qui est celui à peu près celui que nous sommes en train d'utiliser là, qui permet à un organisme bien donné d'avoir ce service et de le fournir à des clients qui en demandent. Ça aussi, vous avez ces entreprises, vous êtes un particulier, vous pouvez avoir accès à ça. Donc tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous expliquer combien de fois la sortie de Moïse Sanda, quand il dit que le VPN que la présidence utilise, c'est le même VPN que les autres ambassades utilisent, ce qui est archi faux. Les ambassades ont leur propre VPN et la présidence a son propre VPN, comme le ministère de la Défense a son propre VPN. En tout cas, normalement, de la façon normale que ça doit fonctionner. Donc, dire à l'opinion internationale qu'il n'y a pas de différence entre le VPN que la présidence utilise et les ambassades et la population, c'est archi faux.
Et ceux qui sont en train de distiller dans des plateaux de médias, de dire que les ministres, que les moines et le gouvernement est en train aussi de subir la même difficulté que la population, c'est aussi faux. Ils ont ces routeurs-là qu'ils ont avec eux, avec lesquels ils se promènent dans leur véhicule de commandement, qu'ils amènent parfois dans leur maison, c'est ce qui les permet de travailler. Donc, eux, ils ne subissent pas les problèmes en tant que tels de l'Internet. Ils ne subissent pas les méfaits et les conséquences de cette restriction que nous sommes en train de subir. Mais à l'opinion internationale, à l'opinion nationale, ils sont en train de nous tromper. Ils essayent de nous tromper en nous faisant croire que ce que les autres subissent, c'est ce que nous aussi nous sommes en train de subir, parce que c'est général. Ce n'est pas général. Pendant que nous sommes en train de souffrir, et ils sont en train de contourner cela parce qu'ils ont leur propre VPN. Ça, il fallait le savoir. Ensuite, lorsque hier, ils ont parlé de questions de sécurité nationale, c'est là où c'est très dommage.